On continue avec les derniers intervenants. C'est Axel Parmentier. Il est chercheur à l'École des Ponts depuis 2016, où il a en fait fondé et il occupe la chaire en intelligence artificielle pour les transports aériens avec Air France. En fait, les travaux d'Axel se situent à l'intersection entre la recherche opérationnelle et l'apprentissage automatique. Et il a récemment reçu les prix Robert Feur, qui est un prix décerné par la Société française de recherche opérationnelle et de la décision, donc la ROADEF. Il est décerné tous les 3 ans à des chercheurs de moins de 35 ans pour leur contribution au domaine de la recherche opérationnelle. Et Axel est aussi très impliqué par l'encadrement des jeunes chercheurs et des jeunes doctorants et postdocs. Et ses étudiants ont gagné pas mal de prix. Entre autres, je mentionnerai seulement Léo Batti qui a gagné les Challenge Euro NeurIPS sur le VRP en 2022. Et Axel aujourd'hui va nous parler de ses collaborations avec Renault. Donc, Axel, c'est à toi. Merci Claudia. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir d'être ici pour vous parler de la recherche opérationnelle, donc un petit peu le type de problématique qu'on va pouvoir avoir là. Et commencer avec des choses très classiques que beaucoup de visages que je reconnais dans la salle connaissent déjà, pour aller vers des choses qui sont un petit peu moins classiques sur la fin et une perspective de ce qui me semble être, avec d'autres, des perspectives intéressantes pour la recherche académique et ses applications dans l'industrie en recherche opérationnelle. Donc la recherche opérationnelle, c'est pas nouveau. Donc le nom Operations Research vient des opérations militaires et vient en fait de la première peut-être grande application à grande échelle de la recherche opérationnelle qui a été inventée pour planifier le débarquement et qui s'est progressivement diffusée à toutes les industries et en commençant par les industries de réseau. Pourquoi ? Parce que plus le process industriel qu'on va chercher à optimiser est de grande taille et plus il est relativement simple, plus on va pouvoir avoir des gains qui vont être un petit peu importants. Donc, par exemple, on a déjà entendu parler aujourd'hui plusieurs fois des problématiques de tournée, que ce soit des problématiques de tournée d'avions chez Air France ou d'équipage, de problématiques de livraison, de problématiques de tournée dans des entrepôts, donc toute la partie logistique, toute la partie supply chain. Et du point de vue de tout ce qui est tournée, de ce qui est logistique, en recherche opérationnelle, généralement, les innovations sont souvent venues du côté du transport aérien pour une raison qui est relativement simple, c'est que c'est des processus qui sont gigantesques et qui sont quand même relativement simples. C'est-à-dire que ça reste des tournées d'avion avec des coûts marginaux qui sont très importants. Donc finalement, c'est un domaine où les problèmes étaient relativement purs, où si vous gagnez 1%, quand vous dépensez 8 milliards par an en carburant, ça commence à faire, et où la compétition était extrêmement forte, et donc c'était important d'aller chercher les dernières marges. Et puis ensuite, ça se diffuse vers d'autres industries, qui ont des processus qui sont tout aussi grands, mais peut-être plus complexes. Par exemple, une supply chain automobile avec Renault. Et dans ces problématiques-là, en supply chain, donc vous aviez les problématiques de tournée, mais vous avez aussi toutes les problématiques de remplissage de conteneurs, que ce soit du bin packing, et toutes les variantes qui peuvent être amusantes. Par exemple, si vous voulez découper des pare-brises dans des plaques de verre chez Saint-Gobain, ou si vous voulez vous amuser à découper des patrons de robes dans du tissu, en jetant le moins possible, vous arrivez sur des problématiques qui sont assez similaires aux problématiques que vous pouvez avoir en bin packing, par exemple. Et un autre domaine qui va être fondamental, donc les gens d'EDF reconnaissent la photo qui est ici, qui va être tout ce qui est pour l'ordonnancement. Donc l'ordonnancement, que ce soit l'ordonnancement industriel, donc planifier une ligne de production de voitures par exemple, ou l'ordonnancement de chantier, ou enfin l'ordonnancement, voilà, nous utilisons tous les jours des milliers de fois des algorithmes d'ordonnancement sur nos smartphones tous les jours en fait. Des algorithmes d'ordonnancement tournent pour affecter les tâches aux différents processeurs qu'on peut avoir. Et enfin, un autre exemple, c'est tout ce qui va être optimisation sur les réseaux. Et donc, nos collègues d'EDF en ont déjà parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviendrai pas plus en détail sur le type de problématique qu'on peut avoir. Mais ce sur quoi je voulais passer un peu plus de temps, c'était déjà qu'est-ce qui va faire
qu'on va être bon. C'est quoi les clés du succès? D'un point de vue un peu industriel au départ. Donc ce dont a beaucoup parlé, dont ont parlé nos collègues industriels au départ, c'est peut-être le cœur de la valeur, et on n'est pas encore directement dans l'informatique et dans les maths, c'est la modélisation. C'est-à-dire que vous pouvez faire les meilleurs algorithmes du monde, si vous résolvez le mauvais problème, ça ne servira pas à grand-chose parce que ça ne passera jamais en production. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va venir avant les chercheurs académiques, mais qui en même temps demande énormément de maturité. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec les étudiants, c'est que savoir bien modéliser un problème qui n'a pas encore été modélisé par l'industrie qui est en train de la regarder, c'est une des expériences qui est les plus complexes en recherche opérationnelle. Là, après, pour la deuxième chose, on va rentrer dans la partie un peu plus mathématique. Et donc, regardez un problème de tournée, comme celui que vous avez à ce niveau-là. Si vous avez 3 livraisons à faire dans votre ville, vous pouvez avoir le meilleur algorithme du monde, le camion va faire le tour de la ville. Si vous avez 1000 livraisons à faire, vous commencez à avoir un peu de flexibilité. Et donc, vous allez pouvoir enchaîner des livraisons avec un trajet qui est beaucoup plus court entre les deux parce que vous allez avoir plusieurs requêtes qui sont dans le même voisinage. Et ça, ce que vous voyez sur la figure qui est au milieu, c'est pour une variante de véhicule routing qu'on résolvait chez Air France. Là, vous avez en échelle logarithmique le nombre de vols que vous avez et ce que ça vous donne pour différents algorithmes le coût marginal à servir un vol. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que les coûts marginaux sont décroissants. Et donc ça, c'est tout à fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'histoire de quand on a plus de requêtes, on a plus de flexibilité. C'est que lorsqu'on optimise un processus industriel, plus on va avoir une perspective qui est globale sur le processus qu'on regarde, et plus le processus est grand, plus on va avoir de flexibilité, et donc plus on va réussir à gagner avec des coûts marginaux décroissants. Et ça, c'est finalement ce qui, à mon avis, a eu le plus fort impact sur toute la recherche académique en recherche opérationnelle depuis les années 50. Pourquoi ? Parce que lorsque vous optimisez des tournées, ou tout un tas de ce type de problèmes, vous allez avoir des problèmes d'optimisation combinatoire, qui sont souvent NP difficiles, donc qui veut dire pour lesquels trouver des algorithmes qui passent à l'échelle sur des problèmes de très grande taille est difficile. Et si vous gagnez principalement en passant à l'échelle, ça veut dire que ce sur quoi vous devez travailler d'un point de vue académique, c'est faire passer vos algorithmes à l'échelle. Et ça va être un petit peu la deuxième partie de mon exposé. C'est quelque chose sur lequel on peut dire que la communauté académique de l'optimisation combinatoire, de la recherche opérationnelle a été couronnée, a eu un succès extraordinaire. Et donc, s'il reste encore un petit peu à faire à ce niveau-là, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, on est vraiment très bien outillé. La troisième chose, c'est de faire des approches qui sont tirées par les données. L'idée, c'est laquelle? C'est que si on est se place il y a 25-30 ans, on cherchait à faire le même exposé sur ce que est la recherche opérationnelle et les enjeux pour les industriels. Finalement, un enjeu qui était fondamental, c'est que si vous voulez pouvoir optimiser un processus industriel, premièrement, il faut qu'il soit numérisé, digitalisé, parce que sinon, utiliser l'outil d'aide à la décision, ça sera possible, mais ça sera quand même beaucoup plus compliqué si vous devez passer les consignes à la main. Et deuxièmement, il faut avoir les données. Et donc, ce qui a un petit peu changé à ce niveau-là, c'est que, en 30 ans, les process, ils sont quand même nettement plus digitalisés aujourd'hui. Donc, le champ des applications, il est beaucoup plus grand. Les données qu'on a, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus là. Donc, à nouveau, le champ des applications est beaucoup plus grand. Et troisièmement, ces données, finalement, on aimerait les utiliser pour en faire un peu plus. Et donc, pour notamment avoir des modélisations qui soient un peu moins simplifiées et qui comprennent un peu mieux ce à quoi correspond le processus. Et donc, pour ça, ça incite à avoir des approches qui vont prendre en compte le côté statistique et donc à la frontière du machine learning. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, si maintenant un industriel demande demain qu'est-ce que je dois faire pour optimiser mon processus industriel avec de la recherche opérationnelle, qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, ça restera en premier et pour la plus grande partie, à mon avis, la modélisation, puis avoir des algorithmes d'optimisation qui passent à l'échelle et enfin avoir des approches tirées par les données. Et le faire dans l'autre sens, ça sera un peu comme mettre une Ferrari sur un champ de patates. Et donc, ce qui amène sur un petit panorama des outils d'optimisation combinatoire qui ont pu, donc ça c'est un peu la phase historique, les outils d'optimisation combinatoire, ce qui a changé entre 1950 et aujourd'hui.
Et donc, typiquement, et c'est pas donc beaucoup de gens le savent ici, les problèmes d'optimisation qu'on va avoir quand on est en recherche opérationnelle, par exemple quand on fait un problème de tournée, ça va souvent être des problèmes sur graphe, parce que typiquement on travaille sur des réseaux, et où on va chercher à résoudre un problème d'optimisation qui va être combinatoire, c'est-à-dire avec des variables entières, parce que soit un camion il va faire la tournée, soit il ne va pas la faire, mais on ne va pas couper le camion en deux. Et un exemple type de problème de ce type-là, un problème qui va être facile, ça va être le problème de plus court chemin que vous utilisez sur votre smartphone chaque fois que vous appelez votre GPS pour aller quelque part, et pour lesquels vous allez pouvoir trouver un algorithme polynomial qui est extrêmement efficace. Donc ça, c'est quand ça se passe bien, mais la raison pour laquelle on a eu besoin de beaucoup de chercheurs en recherche opérationnelle et en optimisation combinatoire, c'est parce que y a des problèmes, comme le problème de voyageurs de commerce, où là, le but, c'est vous devez faire une tournée qui va visiter un ensemble de requêtes à livrer, pour lequel vous avez, à moins qu'une conjecture très connue sur P, donc P, différents de NP se révèle fausse, vous ne pouvez pas trouver d'algorithme polynomial. Et donc la raison, c'est finalement le constat de tous les jours des gens qui cherchent à résoudre des problèmes de recherche opérationnelle d'industrie, c'est que les problèmes d'optimisme combinatoire sont difficiles. Et donc pas d'algorithme polynomial, est-ce vraiment une problématique ? Oui, c'est une problématique. Et donc là, c'est étant donné différentes fonctions de complexité qui nous donnent finalement le nombre d'opérations que vous aurez besoin de faire sur votre ordinateur, enfin ce à quoi c'est proportionnel, en fonction de la taille de l'instance du problème que vous voulez résoudre, on peut voir quelque chose qui va être fondamentalement différent. Donc déjà, entre une complexité linéaire et une complexité exponentielle que vous allez pouvoir avoir à ce niveau-là, vous voyez que quand on passe d'une instance de taille 10 à une instance de taille 60, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est ce qui est là. Qu'est-ce que ça vous montre là? C'est la taille des instances qui pourront être résolues si vous avez un ordinateur qui est 1000 fois plus rapide. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez un algorithme qui est exponentiel, vous pouvez avoir un ordinateur 1000 fois plus puissant, finalement l'instance que vous allez résoudre, elle va être à peine plus grande. Alors pourquoi je voulais insister là-dessus? Donc d'un point de vue mathématique, les formules que vous avez devant vous sont assez triviales, mais il faut le relier à ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on gagne en recherche opérationnelle? En prenant un point de vue global et donc en passant à l'échelle, en résolvant des instances qui sont 2 fois plus grosses, 10 fois plus grosses. Rappelez-vous, l'échelle était en log sur la taille des instances pour avoir quelque chose qui descend. Ce qui veut dire que concrètement, l'accélération des ordinateurs a un impact qui est relativement limité sur la performance des algorithmes, sur la taille des instances que vous pourrez résoudre et donc sur les gains que vous obtiendrez à la fin. Et donc ça, c'est vraiment été un des drivers fondamentaux de toute la recherche en recherche opérationnelle où on devait faire des maths parce qu'on ne pouvait pas attendre le salut de la part de l'informatique. Et donc je me souviens que, pas plus tard que la semaine dernière, j'intervenais dans une réunion sur le futur de la mutualisation en logistique et la question du sénateur et du député qui était là-dessus, c'était oui, mais à faire des ordinateurs, à faire des algorithmes pour décarboner la logistique, etc. Vous voyez bien, avec ChatGPT, ça va finir par consommer une tranche nucléaire. Est-ce que ça vaut bien le coup ? En recherche opérationnelle, finalement, la plupart du temps, notre algorithme, et pour la raison que vous avez devant vous, il va tourner sur un ordinateur normal, que ce soit votre portable ou que ce soit peut-être un serveur relativement classique. Ce qui veut dire que la consommation électrique que vous aurez pour votre algorithme, ça sera 100 watts, 500 watts. Quand ce que vous optimisez, c'est les tournées de camions pour Renault et qu'il y a 1000 camions qui partent par jour, finalement, vous allez avoir 6 ordres de grandeur entre ce que vous émettez pour votre algorithme et le pourcent que vous allez pouvoir gagner si vous les faites tourner un peu plus longtemps. Donc le discours qui revient à dire en recherche opérationnelle, il faut faire des algorithmes plus sobres, pour une petite partie, c'est effectivement le cas, mais pour l'immense majorité des cas en recherche opérationnelle, ça vaut le coup de faire tourner leurs ordinateurs, etc. Mais en même temps, c'est pas ça qui va nous sauver. Pourquoi? Parce que l'ordinateur 1000 fois plus puissant, il résolvera des instances qui sont à peine plus grandes. Et donc, finalement, c'est un des grands progrès dans les années 70, ça a été de montrer qu'on ne pouvait pas trouver, enfin, on avait de bonnes raisons de savoir qu'on ne pouvait pas trouver d'algorithme polynomial pour un problème avec la notion de NP complétude. Je vais passer rapidement dessus,
Mais pour arriver à quelque chose qui m'intéresse plus, donc les chiffres ne sont pas tout à fait nouveaux, mais c'est pour vous montrer en fait la taille des instances du problème de voyageurs de commerce qu'on a pu résoudre en fonction de l'année. Donc en 1954, 49 villes, donc je ne vous cache pas, c'est les 49 États des États-Unis, c'était considéré comme un exploit à l'époque. En 2004, on était à 25 000 villes. Aujourd'hui, il y a les équipes de Google Research qui s'amusent à faire des voyageurs de commerce sur les étoiles visibles, où il y a plusieurs millions d'étoiles, et où ils peuvent prouver, alors je ne sais plus s'ils sont à 0,1% ou 0,01% de l'optimum. Donc ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas parce que les problèmes sont NP difficiles qu'on n'aura pas d'algorithme efficace. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que pour ces problèmes difficiles qu'on retrouve en recherche opérationnelle, il va falloir faire des mathématiques et de l'informatique un peu poussées pour inventer des algorithmes qui ne sont pas si simples que ça pour arriver à les résoudre efficacement. Et ce qui a déjà été mentionné ce matin, c'est que finalement, Danzig nous a bien aidé avec l'algorithme du simplex, et un des outils fondamentaux, ça a été la progression linéaire, où on va chercher à minimiser une fonction linéaire sous des contraintes linéaires, et pour ça, on va pouvoir résoudre avec l'algorithme du simplex. Pourquoi ? Parce que finalement, des contraintes linéaires, ça va nous définir un ensemble de solutions qui va être un polytope. Donc une solution optimale va être un sommet, et l'algorithme du simplex va se promener de sommet en sommet jusqu'à trouver la solution optimale. Derrière ça, et c'est peut-être ça qui est le plus utilisé en recherche opérationnelle, ça va être la programmation linéaire en nombres entiers. Pourquoi en nombres entiers ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que votre camion, soit il va faire la tournée, soit il ne va pas la faire, mais il ne va pas la faire à moitié. Et donc, un gros avantage de la programmation linéaire en nombre entier, c'est que c'est un cadre qui est extrêmement flexible. C'est-à-dire la diversité des problèmes que vous pouvez modéliser en optimisant une fonction linéaire sous des contraintes linéaires avec des contraintes d'intégrité est absolument gigantesque. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu toute une communauté, ça a été un peu le fer de lance d'une bonne partie de la communauté de recherche opérationnelle, de pousser des solvers qui résolvent ça. Et sur le même ordinateur, vous prenez la version de 1990 et la version de 2015 d'un des solvers principaux là-dessus, vous avez sur un jeu d'instances assez représentatif, vous avez une accélération d'un facteur environ 780 000. Et ça, c'est que de l'algorithmique. Ce n'est pas une histoire de puissance des ordinateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut résoudre, et c'est résolu de manière routinière par tous les industriels qui sont ici, des problèmes avec environ 1 million de contraintes et 1 million de variables. Et ce n'est pas la seule chose. Typiquement, on peut aller au-delà de la programmation linéaire en nombre entier en utilisant des solvers qui sont un peu plus baroques, comme Exali qui nous a été présenté tout à l'heure. Ce qui fait que finalement, la différence qu'on pourrait dire entre 1990 et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a des solvers qui sont quand même extrêmement puissants. On a les données sur les process industriels, et ces process sont industrialisés, donc on peut passer à l'échelle. Et donc, ce que je voulais montrer, c'était un exemple de problème de recherche opérationnelle à grande échelle sur lequel on a pu travailler. Donc, ce que vous voyez devant, c'est la problématique qu'on a regardée, c'est la problématique de dispatch chez Renault. Donc, c'est une problématique qui est vraiment très concrète. Donc, l'exemple même d'un problème de recherche opérationnelle. Si vous mettez une boîte de vitesse dans un carton, vous risquez de la casser. Donc, on met des boîtes de vitesse dans des emballages qui sont spécialisés. Et autant, ça ne nous gêne pas trop d'envoyer un camion de la Turquie jusqu'en France pour transporter des boîtes de vitesse, autant le camion retour qui enverrait des emballages vides depuis la France jusqu'en Turquie, ça ne paraît pas une très bonne idée. Et donc, ils ont eu une idée, qui est une idée d'abord de génie industriel au départ, qui a été, on va utiliser un ensemble d'une trentaine d'emballages standardisés pour transporter la totalité des milliers et milliers de pièces différentes qui peuvent composer une voiture. Et donc, sur le papier, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que votre emballage, il est plein, il est peut-être venu de Turquie, mais en région parisienne. Mais par contre, il y aura peut-être derrière un fournisseur qui est en Belgique, qui a besoin du même emballage. Et au lieu de lui faire 5000 km, on lui fait faire 300 km au retour, et c'est beaucoup mieux. La difficulté qu'ils ont eue derrière, c'est qu'ils se sont retrouvés avec... en Europe, donc une trentaine d'usines, entre 600 et 3500 fournisseurs, suivant comment vous prenez, 30 types d'emballages, environ 1000 camions à envoyer tous les jours, et il faut dire qui envoie quoi, à qui et comment.
avec quelle route on va pouvoir mettre en place. Et donc ça, ce que vous voyez, c'est 3 jours de solution en termes de route. Donc chaque trait, c'est un camion qui est envoyé. Donc c'est là qu'on peut dire qu'en recherche opérationnelle, on va pouvoir regarder des problèmes à grande échelle. Et quand on est sur cette échelle-là, on va commencer à pouvoir faire des choses qui sont assez intéressantes. Et la deuxième chose qu'il va avoir, donc ça c'est un problème très combinatoire de manière classique, et c'est là que la partie données va devenir intéressante, c'est que tous les jours on envoie des camions en se basant sur les prédictions des industriels, sur en fait, la demande et la libération que vous allez pouvoir avoir dans les jours qui viennent. Et ce que vous avez sur la partie gauche, donc c'est la réalisation de ce qui va être une libération d'emballage que vous allez pouvoir avoir. Et puis ce que vous avez sur la droite, c'est alors pour les données qui sont données par l'industriel. Pour l'autre, ça va être, et pour les autres, différents types de prédicteurs qu'on va pouvoir utiliser pour faire ça. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une variance qui est assez importante. Et donc ça veut dire concrètement que il faut y faire un petit peu attention à cette variance, parce que ce qui peut se passer, c'est que si vous avez un petit peu surestimé le nombre d'emballages à envoyer à un endroit, c'est pas trop grave, ça va rentrer dans le camion. Mais si vous avez sous-estimé, ça va pas rentrer dans le camion. Et donc ça va profondément désorganiser les opérations. Et donc c'est là que faire quelque chose qui est tiré par les données, où on va pouvoir utiliser à la fois l'historique de données et des données contextuelles qu'on a sur les usines, va commencer à être intéressant, parce que ça va permettre d'avoir une meilleure représentation du futur et donc de prendre des décisions qui sont plus importantes, plus pertinentes. Ce qui fait que ce à quoi on aboutit, et donc ça c'est un exemple de gros problème de recherche opérationnelle, c'est on va avoir ce qu'on appelle un problème stochastique multi-étape. Et donc ce qu'on va optimiser, ça va être une politique qui, un jour donné, va prendre en compte toute l'information qu'on a sur le réseau et qui va retourner finalement les décisions qu'on va prendre, c'est-à-dire les camions qu'on envoie ce jour-là pour envoyer des emballages d'un endroit à l'autre. Et comme toujours en recherche opérationnelle, donc on va chercher à modéliser les différents problèmes. Donc vous avez ici, on va avoir les coûts des routes, les coûts d'inventaire chez les clients, chez les dépôts, des problèmes d'infaisabilité, plus tout un tas de contraintes pratiques. Et donc l'algorithme qu'on va mettre en place, là ça a un problème qui va être gigantesque. On n'a pas 1 million de variables. Si on voulait le faire de manière complètement propre, on serait à 10 milliards de variables. Et il n'existe pas encore des solvers qui font ça. Et donc c'est là qu'on va devoir... c'est le jeu du chercheur en optimisation combinatoire, c'est construire des heuristiques qui vont explorer de manière un peu fine la combinatoire que vous avez à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse de vous commenter, c'est la partie haute. D'accord ? Et ça va être un processus qui est très classique en recherche opérationnelle. D'abord, on a des données qui arrivent, d'accord ? Et on va faire des statistiques. Je ne vous dis pas exactement lesquelles, mais on va faire des statistiques qui vont faire des prédictions, etc. Ça, c'est généralement plutôt ignoré par la personne en recherche opérationnelle qui considère que le statisticien a fait son boulot avant et qui va se concentrer sur ce qui vient derrière, qui va être, connaissant le problème combinatoire, trouver la meilleure solution possible. D'accord ? Mais, et c'est ce qu'on va discuter un petit peu derrière, finalement, lier un petit peu tout ça va être source de choses, va être source de gains qui vont être plutôt importants. Et donc, pour finir, voilà, donc si on parle maintenant de gains qu'on va pouvoir avoir derrière, et donc c'est d'où les décarbonations qu'on va avoir derrière, quand vous optimisez quelque chose où il y a 1000 camions par jour, vous allez pouvoir avoir des gains, donc typiquement là, le changement d'algorithme, puis le passage avec du machine learning où on traite un peu plus avec les statistiques, on va gagner d'abord 12%. Le 12% que vous voyez au départ, c'est quoi ça ? Ça, c'est l'optimisation combinatoire. Et puis ça, c'est faire des statistiques un peu poussées devant et prendre la partie tirée par les données. Voilà. Et donc ce que vous voyez, c'est que on gagne d'abord par l'optimisation combinatoire. Un point qui va être un petit peu important ici, c'est que quand on optimise des très grands processus industriels de ce type-là, c'est des processus qui polluent beaucoup. Et donc, les gains que vous allez pouvoir avoir en enlevant entre 50 et 100 camions par jour, ça va être relativement équivalent à les émissions de CO2, non pas d'une personne, mais typiquement d'une ville de 250 à 1000 personnes, suivant la façon dont... Et donc, c'est une des choses sympathiques en recherche opérationnelle, c'est qu'un projet fait par un doctorant peut amener à des gains en émissions de CO2 que pas grand monde n'a ailleurs. Je voulais maintenant passer sur les perspectives.
Donc finalement, peut-être la différence qu'il y a eu, comparée à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui on a les données, aujourd'hui on a des process qui sont déjà digitalisés, aujourd'hui on a également des algorithmes efficaces, mais par contre on a des... Quand il y a 10 ans, 20 ans, on cherchait surtout la performance du processus industriel, aujourd'hui on va avoir d'autres enjeux. Des enjeux qui sont des enjeux de résilience. Donc si vous parlez de supply chain et de Covid, vous comprenez à peu près ce qu'on peut leur dire en termes de résilience d'un processus industriel et des enjeux environnementaux. Et comme il a été dit plus tôt dans la journée, une difficulté quand vous avez des éoliennes ou de l'électricité, c'est que vous ne pouvez pas la démarrer comme ça. Et donc, ne serait-ce que gérer la complexité additionnelle du processus qui viendrait de ces énergies renouvelables, et en plus en voulant être résilient, ça demande de maîtriser l'incertitude. Et maîtriser l'incertitude en optimisation combinatoire, ça demande d'aller vers une optimisation qui va être stochastique et qui va devoir modéliser cette incertitude. Et donc ça, typiquement, on va le faire à partir des données en faisant de l'apprentissage. Néanmoins, l'aspect combinatoire va rester absolument central. Et c'était l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, la façon dont on travaille la plupart du temps, c'est qu'on se séparait le travail. Il y avait d'abord les statisticiens qui calibraient le modèle statistique. Par exemple, j'ai mes prévisions météo de demain, donc je prédis quelle va être la production de mon éolienne, ou j'ai, je sais pas, un achat qui est fait en ligne et je prédis le nombre de boîtes qu'il va falloir pour stocker ma commande. Et puis il y a la personne qui fait l'optimisation des tournées, l'optimisation du réseau derrière. Et ces deux personnes travaillent de manière séparée. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on allait avoir une performance qui était meilleure si on allait traiter la partie statistique et la partie combinatoire ensemble. C'est-à-dire voir l'optimisation combinatoire comme une couche du réseau de neurones. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Imaginez que vous êtes un supermarché en ligne. Ce que vous faites, c'est de la livraison. Et donc, la façon dont ça marche, c'est que vous commandez votre panier en ligne. Derrière, il y a... un préparateur de commande qui va mettre ça dans des boîtes, et puis après vous avez un algo de tournée qui va optimiser les tournées pour la livraison de ces boîtes. L'algo de tournée, le préparateur de commande, typiquement, il va faire ça à la dernière minute. Et l'algo de tournée, il faut le faire tourner la veille. Donc la difficulté que vous avez, c'est que vous allez devoir utiliser un algorithme statistique pour prédire le nombre de boîtes qu'il va falloir pour stocker votre commande. Ça a l'air bête comme ça, mais en fait tous les préparateurs de commandes sont pas identiques, et donc vous allez avoir un peu de bruit derrière. Et puis derrière, vous avez votre problème de tournée. Mais l'algorithme de tournée, lui, il ne sait pas qu'il y a du bruit à ce niveau-là. Et comment il va être bon pour faire des tournées qui sont efficaces? En remplissant un maximum les camions. Et mettons que le camion soit rempli à 98%. Si vous avez surestimé de 3% la taille de vos commandes, c'est pas grave, c'est rempli à 95%. Si vous avez sous-estimé de 3%, c'est 101% et il faut 2 camions. Et donc, c'est un exemple simple pour montrer que traiter ça de manière intégrée, c'est-à-dire lorsqu'on fait les statistiques, se préoccuper de l'application qu'on va en avoir derrière, ça permet d'avoir une performance qui est accrue. Et donc, typiquement, ça va nous amener à une optimisation qui va être tirée par les données. Et l'idée, c'est que finalement, ce que vous allez avoir à apprendre, ça va être des politiques qui, étant donné une distribution sur un contexte et un aléa, va nous retourner une solution. Et on va chercher à minimiser un coût. Et donc l'idée qu'on va avoir typiquement à ce niveau-là, ça va être quoi? Si vous êtes Air France, typiquement les instances, les problèmes de rotation que vous allez avoir aujourd'hui, demain, après-demain, etc., c'est plus ou moins, c'est pas tous les mêmes, ils changent tous. Tous les jours ils sont différents, mais enfin, ils ne changent pas tant que ça. Et donc l'avantage d'une politique, c'est qu'on va pouvoir exploiter la régularité qu'on va pouvoir avoir sur les instances, qu'on va modéliser par une distribution de probabilité, pour avoir une performance qui est meilleure. Et un autre avantage de faire ce type de choses, c'est que comme vous allez combiner un réseau de neurones avec un problème d'optime combinatoire, vous allez pouvoir faire des choses qui sont un peu plus rock'n'roll, et donc typiquement calculer un plus court chemin dans une image satellite. Donc là, vous cherchez à trouver un plus court chemin de la partie en haut à gauche à la partie en bas à droite. Le problème, c'est que, donc voilà, problème de plus court chemin, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est un des problèmes les plus classiques de recherche opérationnelle. On a un algo super efficace pour faire ça, mais sur un problème bien modélisé sur un graphe. Quand vous êtes sur une image, on ne sait pas trop comment faire. Et donc, en fait, l'avantage qu'on va avoir là, c'est que le réseau de neurones, typiquement un réseau de neurones convolutionnel, va être adapté pour traiter l'image, sortir les poids qui vont être les coûts
qui va passer en entrée du problème d'optime combinatoire, et derrière, on va avoir prédire un chemin. Et donc ce type de problématiques-là nous permettent de faire des choses qui sont beaucoup plus tirées par les données, et donc tirer parti de toute l'information qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui pour être meilleur sur l'optimisation des process industriels. Et enfin, ça nous permet d'aller vers des problèmes qui sont des problèmes dynamiques. Donc pensez maintenant toujours à des tournées de véhicules, mais cette fois-ci que la tournée de véhicules, ça va être de la livraison rapide. Au début de la journée, vous ne connaissez pas les livraisons que vous allez avoir à faire. Donc typiquement ce que je vous illustre là, donc ça c'est votre dépôt, et ce que vous devez faire, c'est envoyer des véhicules qui servent les tournées. Mais toutes les heures, vous allez envoyer une vague de camions pour livrer les tournées, mais le problème c'est que vous ne connaissez pas toutes les tournées. Et c'est juste que pour chaque requête, vous savez que vous avez une deadline pour faire ça. Et donc ce que vous allez chercher à faire, c'est devoir faire des tournées qui couvrent qu'une partie des requêtes. Et vous prenez ça à votre décision, hop, et puis d'autres requêtes arrivent, vous faites des tournées pour les choses qui viennent derrière, et vous continuez. Ça vous fait un problème qui est dynamique. Donc ce type de problème dynamique ou de problème d'optimisation stochastique multi-étapes, il y a toute une littérature qui résout ça très bien, typiquement pour gérer des variables de barrage, mais plutôt dans un cadre d'optimisation où la variable de décision, elle est en petite dimension. Pardon, la variable d'état est en petite dimension et souvent continue. La différence qu'on va avoir sur des problèmes de recherche opérationnelle dynamique, c'est que l'état de votre système, c'est-à-dire ici l'ensemble des requêtes que vous allez avoir, il est dans un espace qui est absolument gigantesque. Un espace combinatoire, peut-être de taille 10 exposant 100, c'est pas du tout étonnant. Et donc la façon dont une manière de faire des approches à la frontière de la recherche opérationnelle et de l'apprentissage automatique pour ce type de problème, c'est de dire que finalement, mais à la fin, la décision, c'est une décision qui est combinatoire. Une décision combinatoire, on s'est aperçu que faire du pur machine learning dessus, du pur apprentissage automatique, etc., ça ne marchait pas si bien que ça. Et que finalement, les algos qu'on a passé 50 ans à développer en programmation linéaire en entier, en heuristique, etc., il n'y a rien qui bat ça aujourd'hui pour explorer efficacement des espaces combinatoires. Et donc, plutôt que de chercher à vouloir remplacer l'optimisation combinatoire par du pur apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, mieux vaut déléguer à chacun ce qu'ils font le mieux. Et donc, utiliser un réseau de neurones pour, à partir de l'état du système, être capable de prédire les bons paramètres de l'algorithme d'optimisation combinatoire qui, ensuite, va pouvoir explorer efficacement l'espace des solutions et retourner une solution combinatoire de qualité. Et c'est comme ça qu'un de mes étudiants a pu gagner, ce que je vous ai présenté, c'était un challenge Euro-NeurIPS, donc NeurIPS, la grande conférence de machine learning sur le problème de véhicules routing dynamique. C'est comme ça qu'il a pu gagner la chose. Donc finalement, si je dois résumer un peu les enjeux mathématiques qui me paraissent les enjeux mathématiques et informatiques importants aujourd'hui pour la recherche opérationnelle, il y a une dynamique fondamentale qui reste, qui est la dynamique de l'optimisation combinatoire. Pourquoi ? Parce que on continuera de gagner par des problématiques de coûts marginaux décroissants sur les problèmes de recherche opérationnelle, et que pour ça, il faudra toujours passer à l'échelle, et que finalement, plus on a d'algorithmes puissants, plus les industriels vont vouloir avoir une perspective intégrée pour continuer à gagner là-dessus. Néanmoins, un autre point qui va devenir de plus en plus important aujourd'hui, à mon avis, c'est de prendre en compte les données pour amener cette résilience et cette capacité à prendre en compte notamment toute la partie développement durable en utilisant des énergies vertes et maîtriser l'incertitude qui vient de tout ça. Et pour ça, je crois beaucoup, non pas aux approches purement optimisation combinatoire, non pas aux approches purement apprentissage statistique, mais aux approches qui délèguent à chacun ce qui fait le mieux, mais de manière intégrée pour l'apprentissage. Et enfin, pour être capable de faire ça, il faut être capable d'extraire la donnée de manière intéressante. Et comme assez souvent on travaille sur des réseaux, quand on va faire de l'optimisation sur les réseaux, il faut se poser la question de quelle est la bonne manière de faire de l'apprentissage statistique sur des réseaux. Et donc, par exemple, une manière de faire ça est de faire de l'apprentissage sur graphe. Et donc l'objectif est de faire, à mon avis, un des enjeux pour les 10 ans à venir, et de se faire parler ces trois domaines-là pour mieux optimiser les process industriels. Je vous remercie.